Beastwoman a observé ma conversation avec un traître avant de me mordre publiquement. C'est le monde de science-fiction dans lequel nous vivons. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire où vous êtes et pourquoi vous devriez vous abonner à notre histoire. La chaleur dans la clairière était insupportable, collant à la peau et laissant derrière elle une transpiration collante. Cependant, Hank avait depuis longtemps cessé de se soucier de la chaleur. Il était fixé sur le commerçant devant lui, un petit homme aux cheveux lisses, nommé Merrick, qui se vantait d'avoir des amortisseurs de fusion de rechange pour la moitié du prix courant. Hank n'était pas stupide. Si un accord était conclu, il l'examinerait certainement. La pièce semblait trop belle pour être vraie dans cette galaxie, mais il en avait besoin rapidement. Son skimmer était tombé en panne il y a 2 sons, alors il devait prendre son courage à 2 mains ou marcher à travers les dunes jusqu'à la station Frippo. Au milieu des tentes usées et des étals improvisés, il marchanda parce que c'est la norme. Tout était rapiécé et re-rapiécé et le soleil l'avait blanchi. Son gilet en cuir craquait lorsqu'il bougeait ses gants sans doigts, tapotant contre la tablette de données tout en calculant mentalement. L'écharpe autour de son cou était plus de la poussière que du tissu, mais c'était toujours un accessoire. Mais il faisait son travail masquant principalement les rides d'inquiétude sur son visage, alors qu'il se penchait en avant. « Et si ça ne marche pas après 3 heures ?» demande-t-il avec les yeux plissés. « Est-ce que je récupère mes crédits ou juste la satisfaction de savoir que tu as arnaqué un autre extraterrestre ?» Merrick lève les mains en signe d'innocence feinte en souriant. « Je suis un homme d'affaires, Hank. Je te donne des pièces, ce que tu en fais, c'est ton problème, mais celui-ci est propre tiré d'une épave de la coalition la semaine dernière intact. Le mensonge était là entre eux comme un lézard mort, évident et en décomposition. Néanmoins, Hank attend parce qu'il n'a pas d'autres options. À moins qu'il... Hank redressa instinctivement sa posture, ses yeux se dirigeant vers les rangées de tentes derrière Merrick. Les foules étaient clairsemées aujourd'hui, mais il remarqua Harriet, sa fourrure noire de jais, ressemblant à des nuages d'orage après minuit, ses yeux rouges brillant sous sa capuche et sa silhouette massive et immobile, ne cachant rien, alors qu'elle se tenait là, les bras croisés, observant. Dans un effort pour maintenir la négociation, Hank jeta un coup d'œil à Merrick et dit « Je te donne 350 ». Merrick cligna des yeux et dit « Pas plus ». Juste au moment où Hank allait terminer, Harriet bougea plus vite qu'il ne pouvait le traiter. En un instant, elle était à 20 pieds de là, et Merrick fut poussé de côté dans un tourbillon de fourrure et de griffes envoyant des débris et des caisses voler dans toutes les directions. Frénétiquement, Hank chercha son couteau de ceinture, mais il était trop tard. Avant qu'il ne puisse crier, elle avait déjà saisi son gilet et le tirait. Avec une force suffisante pour faire sauter l'un de ses boutons, elle le mordit. Ses dents acérées s'enfoncèrent dans la courbe de son épaule juste au-dessus de la clavicule, à travers le cuir et dans la peau. Ce n'était pas une petite morsure. Elle laissa une marque non seulement dans le sang, mais aussi dans l'intention. La douleur fut instantanée et aveuglante. Hank hurla, mais sa voix était étouffée par l'incrédulité et la fureur. Sa colère le consumait. Les gens ont cessé de parler, le marché s'est tu, et il semblait que le monde entier attendait que quelque chose se produise. Harriet retira délicatement son menton et ses lèvres, qui étaient tachées de son sang. Elle sourit, mais c'était un sourire féroce et territorial. Elle grogna ensuite quelque chose de bas et guttural, dans un dialecte de femme bête que Hank ne comprenait pas, avant de finalement dire « À moi ». « Quelqu'un a fait tomber une caisse », murmura quelqu'un. 2 traîtres âgés se regardèrent et commencèrent à ranger leurs affaires. Le message était clair, une femme bête avait revendiqué un humain. Personne ne pouvait le toucher, s'occuper de lui ou l'entendre, à moins qu'elle ne donne son accord. Hank recula, tenant son épaule dans sa confusion. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» lança-t-il la voix rauque. « Tu ne peux pas juste, » dit-elle, mais elle continua à s'éloigner, son attitude sereine et composée comme toujours. Hank resta là, le sang dégoulinant sur son écharpe, son épaule palpitant et son cerveau s'efforçant de rattraper son retard.
Merrick, à son honneur, s'était baissé derrière son étal et regardait par-dessus le comptoir comme un homme attendant qu'une grenade explose. « Ça va là-dedans, mon pote ?» Hank ne répondit pas un certain si « d'accord » était le mot juste. La foule s'écarta pour elle, certains reculant avec admiration, d'autres avec crainte, mais elle ne regarda pas une seule fois en arrière. Hank avait disparu entre les tentes comme une ombre avalée par le crépuscule. La chaleur intense émanant de son souffle, l'intensité dans ses yeux et la façon dont le marché avait soudainement changé étaient tout ce à quoi il pouvait penser. Il était confus par ce qui s'était passé, mais il sentait que sa vie allait devenir celle de quelqu'un d'autre pour l'avenir prévisible. Ce qui est pire, c'est que, enfoui sous la douleur et le choc, une petite partie traîtresse de lui n'était pas sûre de vouloir le récupérer. L'épaule de Hank lui faisait mal à chaque pas, alors qu'il naviguait maladroitement dans le labyrinthe de tentes, sa main pressant l'endroit ensanglanté où Harriet avait enfoncé la sienne. Il avait l'habitude de traiter avec des traditions étranges. Il avait échangé des crédits contre de la technologie fongique avec des amphibiens qui communiquaient par des éclairs de couleur passée une nuit inconfortable dans une tanière de chaleur avec une tribu dont les membres communiquaient uniquement par des bourdonnements, et il avait quitté la place du marché sans se retourner, sachant que les escaliers le suivraient longtemps après son départ. Son esprit était rempli de questions et aucune d'entre elles n'avait de réponse raisonnable. Le médecin, un chirurgien de campagne à la retraite, avec des mains tremblantes et une réserve infinie de tiges provenant du marché noir, savait comment arrêter les saignements, et pour l'instant c'était suffisant. Le vieil homme claqua sa langue tandis que Hank enlevait le sang, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose de permanent avait été fait, quelque chose qui ne pouvait pas être facilement annulé, alors qu'il se baissait sous un auvent bas, le tissu fin au-dessus ne faisant que peu pour bloquer la lumière. Il entra dans l'une des zones de repos ombragées à la périphérie du camp. Hank grimaça, mais resta silencieux jusqu'à ce que les bandages soient appliqués et qu'il puisse reprendre son souffle. « Une espèce de femme bête m'a mordu », finit-il par murmurer, secouant la tête de honte, « devant tout le monde. » Il plissa les yeux vers la blessure et murmura « Qu'est-ce que tu as fait pour insulter la mère d'un trancheur avant de la tamponner avec quelque chose qui brûlait comme l'enfer ?» Le médecin s'est arrêté, acquiesça Hank. Midrap a levé un sourcil gris et a ensuite dit que j'étais à elle. Après une autre pause, le médecin a fini de bander et s'est écarté comme s'il ne voulait plus être impliqué dans ce bazar. C'est ta revendication maintenant, fils, tu ferais mieux de t'y habituer. Hank recula dans l'air sec, espérant trouver quelqu'un qui savait. Heureusement, il connaissait justement le type qu'il lui fallait, Aldo, un ancien xénolinguiste qui avait disparu des radars suite à un scandale impliquant un mariage royal, une langue interdite et 2 déshonorés. Hank le découvrit assis en tailleur sur un coussin usé, les lunettes de protection relevées sur son crâne chauve, sirotant quelque chose qui sentait légèrement les vieilles racines et le carburant de fusée. « Harry m'a mordu », dit Hank en guise de salutation, mais il ne prit pas la peine de s'asseoir. Je dois savoir ce que cela signifie maintenant. En tant qu'ambassadeur, il préparait du thé douteux dans une tente rafistolée et traduisait des dialectes extraterrestres pour le commerce. Après un long clignement des yeux, Aldo posa sa tasse et fit signe à Hank de s'asseoir. « Tu as été mordu par elle. » Le fait de mordre en public n'est-il pas un acte contraignant comme un contrat ou un vœu de mariage dans la culture des femmes bêtes ? Demanda Aldo, sa voix à peine audible, tandis que Hank hochait la tête. Ouais, et maintenant tout le foutu marché agit comme si on m'avait donné une couronne et une malédiction en même temps. Hank compléta les pièces du puzzle, son cœur battant à tout rompre. Owo hocha la tête. Exactement. La plupart des femmes bêtes ne considèrent pas les humains comme convenables, mais Harriet est différente. Aldo prit une gorgée de son thé, son expression réfléchissante. Les femmes bêtes n'agissent pas sur un coup de tête, pas comme ça. Leurs instincts sont aiguisés. Si elle t'a choisi, c'est peut-être parce qu'elle a vu quelque chose en toi qui valait la peine de se battre. Alternativement, elle aurait pu s'interrompre, mais Hank n'aimait pas son hésitation.
Peut-être que Aldo laissa échapper un soupir et suggéra que peut-être elle essayait d'échapper à quelque chose en te marquant comme une forme de protection. Hank se leva et secoua la tête, ces mots faisant écho à la frustration de Aldo. « Eh bien, il semble qu'elle ait choisi le mauvais gars. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je suis un coureur technique, pas un gladiateur lié. Tout ce que je veux, c'est réparer mon foutu skimmer et partir d'ici. » Aldo ne discuta pas, regardant plutôt Hank s'éloigner avec cette même expression illisible, comme s'il savait que ce ne serait pas une tâche facile à laisser derrière lui. Dès que Hank sortit de la tente, il fut confronté à 3 figures mystérieuses enveloppées dans le crépuscule. Ces hommes n'étaient ni des locaux, ni des commerçants. Ils semblaient être des chasseurs de primes entraînés. L'un d'eux lui barra la route, parlant d'une voix basse et calme. « C'est toi qui as mordu Ye, le compagnon d'Harriet. » Hank choisit de ne pas répondre. L'homme s'avança et elle prit quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ils étaient là pour le récupérer, et le cœur de Hank fit un bond. Il envisagea de mentir et de faire semblant de ne pas l'avoir vu, mais il connaissait déjà son identité. Les 2 autres tordèrent leurs mains en s'approchant. « Je ne sais pas où elle est, » dit-il prudemment. « Je n'ai rien demandé de tout cela. Je ne suis pas impliqué. » Le chef sourit et dit « Tu l'es maintenant. » Il n'avait aucune idée de ce qu'Harriet avait fait ou de ce que ces gens voulaient, mais il était clairement une cible depuis qu'il avait été revendiqué. Puis, de nulle part, Hank fut saisi par derrière et tout l'enfer se déchaîna. Il s'écrasa au sol, les poumons vidés, tandis que des mains rugueuses lui tordaient le bras derrière le dos. La sensation froide du métal contre sa tempe lui fit frissonner, et il savait que les chasseurs de primes ne plaisantaient pas. Ses instincts lui disaient de riposter, mais il avait appris que repousser des muscles entraînés sans armes et avec une épaule cassée était une bonne stratégie. Il refusait d'être traîné dans la poussière comme une ration à moitié cuite. Les dents serrées, il enfonça violemment son talon dans le tibia de l'homme, le libérant brièvement de son emprise. Dans ce bref instant, il a pu rouler, saisir le bord de la canopée du stand à côté de lui et la tirer vers le bas dans une avalanche poussiéreuse de tissus déchirés et de fournitures qui s'entrechoquaient. Cela lui a donné de l'espace, mais pas du temps. Il se précipita à travers le labyrinthe de tentes aussi vite qu'il le pouvait, se cachant sous leur ombre. Le soleil brillait et l'air était sec. Il y avait une forte odeur d'ozone, d'épices cuites et de pièces métalliques dans l'air. Quelqu'un criait derrière lui et Hank ne se retourna pas. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, jusqu'à ce que ses poumons lui fassent mal et que les cris cessent. Il se faufila dans un dépôt de fournitures abandonné à la périphérie du marché où il y avait la paix et qui était idéal pour se cacher ou se faire coincer. Il s'effondra derrière une caisse de stockage rouillée, haletant lourdement son sang encore visible. Il ne pouvait pas comprendre comment sa vie avait pris une tournure aussi dramatique. En un clin d'œil, il était passé de la réparation de son écumeur à la poursuite par des chasseurs de primes qui voulaient l'emmener comme une marionnette. Quoique Harriet ait fait cela, avait attiré des hommes dangereux qui étaient impatients de le lier à son histoire, qu'ils le veuillent ou non. Il aspirait à réparer son skimmer, à échanger contre un navire de navigation propre et à retourner à son travail de récupération loin de tout drame. Alors qu'une ombre dansait sur la terre devant lui, Hank ne perdit pas de temps à se lever d'un bond et frappa avec force avec la clé qu'il avait découverte sur le sol. Cependant, la prise sur son poignet était bien trop familière, une main forte griffue. « Doucement !» grogna Harriet, sa voix basse et contrôlée. « Tu saignes encore !» Hank retira sa main brusquement, sa voix tranchante. « Tu penses ?» Elle s'accroupit à côté de lui, même pas essoufflée, sa fourrure noire, à peine perturbée par sa course ici. « Il me cherche, » dit-elle. « Tu es en danger à cause de ça. » Hank ricana. « Tu ne dis pas. Je pensais qu'on m'attaquait parce que j'avais trop payé pour du pain aux racines. » Elle ne rit pas. Elle le fixa simplement, son expression illisible. Ses griffes se rétractèrent une fois lentement, puis restèrent immobiles. « Je ne voulais pas t'impliquer. Je pensais que ça te protégerait en me mordant, » dit-elle sèchement. « C'est ta conception de la protection. » Elle ne broncha pas.
Elle soutint simplement son regard. Oui, parmi les miens, une fois qu'une revendication est faite. Eh bien, ça n'a pas marché, murmura Hank. Ça a mis une cible sur moi. Harriet resta silencieuse un moment avant de hocher la tête. J'ai mal calculé. Hank faillit se calmer, mais ensuite il se souvint du taser des cris et de la douleur. Tu aurais pu dire quelque chose, m'avertir ou quoi que ce soit. Ses yeux rouges ont clignoté et je ne demande habituellement pas. Ce n'était pas le réconfort qu'elle semblait penser que c'était. Hank se tenait tordu au poteau quand Hank hésita. Une partie de lui voulait s'enfuir et ne jamais regarder en arrière, mais une autre partie se souvenait comment il lui avait donné une gourde pendant la tempête il y a des semaines, sans rien attendre en retour, alors il savait qu'elle avait raison. Il la dépassa, mais elle ne bougea toujours pas. Sa voix s'était calmée, mais il était clair qu'elle était en colère qu'il l'utilise comme levier. Avec une pointe d'hésitation, « Alors nous avons besoin d'un plan », acquiesça Harriet. « Je connais un endroit sûr pour l'instant. » Elle le guida à travers les chemins de derrière du dépôt en passant devant des réservoirs de stockage et des câbles enfouis jusqu'à ce qu'ils arrivent à une cabane de maintenance à moitié effondrée, dissimulée derrière un fragment de coque brûlé par le sable. À l'intérieur, l'espace était exigu, mais défendable. Elle verrouilla la porte derrière eux et commença à aiguiser l'une de ses lames, évitant son regard. Hank s'assit sur le bord d'une caisse, l'observant, et demanda « Qu'as-tu volé ?»« Pourquoi te poursuivent-ils » demanda-t-il. « Je n'ai rien volé. Je me suis échappé. Et Harriet n'a pas cessé d'utiliser son épée. » Hank la fixa ces mots, se déposant comme de la poussière dans la pièce. Elle hocha la tête une fois, mais le silence qui suivit était lourd de compréhension, de peur et de 1000 choses non dites. Hank expira lentement, demandant « Alors maintenant ?» Dans la faible lumière, ses yeux semblaient briller légèrement. Après qu'Harriet ait fini de chasser, elle se leva et jeta à Hank un regard à la fois effrayé et incertain, plutôt que seulement sauvage ou glacial. Il détestait être entraîné dans des affaires, mais alors qu'elle ouvrait la porte de la cabane et que le vent du soir hurlait à travers les abords du marché, il réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le vent du désert hurlait comme une créature vivante alors qu'ils traversèrent les salines craquelées sur le planeur volé, son moteur usé toussant à chaque bosse sur la route. Hank agrippait la barre latérale, la mâchoire serrée, et le bandage sur son épaule taché de sombre par de multiples déchirures se contractait. Harriet conduisant avec une concentration prédatrice sa fourrure. Sentant les tremblements du vent, Hank gardait son regard fixé sur l'horizon lointain où les dunes se dressaient comme des dents acérées. Elle était restée silencieuse depuis leur départ de l'avant-poste il y a des heures, et il avait permis au silence de s'installer. Cependant, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant une lueur cramoisie à travers le ciel, il restait à découvert. « Nous avons besoin d'un abri !» proclama-t-il, sa voix suffisamment audible pour percer le vent. Elle refusa de regarder en arrière, insistant plutôt « Encore 10 kilomètres. Il y a un ancien centre de transport construit dans la paroi rocheuse devant nous. Abandonné depuis longtemps, pas de patrouille. Il tiendra pour la nuit. » Hank jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Malgré l'absence de signes de poursuite, il restait mal à l'aise. Il avait désactivé le transpondeur, effacé les balises, et sa voix était plate et efficace. Il n'y avait aucun signal ou trace, et la tension dans sa colonne vertébrale persistait. Il détestait devoir courir, ne connaissant pas l'étendue complète de sa capture, et détestait la façon dont Harriet avait tout scellé dès qu'ils avaient quitté le camp, comme si son silence était une armure, et les explications des faiblesses qu'elle ne pouvait se permettre. Mais quoi? Il hocha la tête en signe d'accord. Ce qui le frappa le plus, c'était son assurance calme lorsqu'elle déclara « Je me suis échappé de l'homme qui m'a créé ». Une telle déclaration convient à un guerrier, pas à une personne ordinaire. Alors qu'il descendait dans une vallée cachée, Harriet guida le planeur au-delà de colonnes de métal calcinées et de vieilles portes en alliage qui sortaient du mur du canyon comme des eaux perdues depuis longtemps.
Le hub qui avait été pillé par des charognards et dont la soute avait été ouverte par la tectonique se dressait comme une ville fantôme. Hank la suivait portant des bottes assorties aux siennes. Le bruit des plaques de métal qui s'écrasent l'accompagnait alors qu'elle se déplaçait avec une aura d'authenticité, chaque pas délibéré et silencieux. « Cet endroit n'a figuré sur aucune carte depuis 20 ans, murmura-t-elle en le guidant dans une sombre salle de contrôle couverte de poussière, expliquant que personne ne penserait à chercher ici. Elle s'assit en face de lui, ses longues jambes repliées sous elle, comme une bête en attente. Elle l'étudia pendant un long moment, comme si elle calculait le prix de la vérité. Puis, doucement, elle commença. Je faisais partie du projet Rivenfang, une initiative de reproduction contrôlée de guerriers sous la bannière du syndicat Oriane. Il serra les dents en déballant son épaule pour soigner la blessure. Harriet lui lança un nouveau rouleau de tissu depuis une armoire sans demander. Il l'attrapa, murmura « Merci », puis la regarda. « Tu veux commencer à expliquer dans quoi je suis impliqué maintenant ?» Hank laissa les mots s'installer. Pendant un moment, tout ce qu'il pouvait entendre était le faible bourdonnement de vieilles machines encore accrochées à un lambeau de puissance. « Tu t'es échappé, » dit-il. « Et ils veulent que tu reviennes pour garder le programme secret. Pire, ils veulent que je le dirige. Les femmes bêtes comme moi ont été élevées dans l'isolement, entraînées à obéir et dotées d'une force, d'une loyauté et d'une agressivité accrues. Jusqu'à ce que je tue la mienne, sa voix était calme et posée sans vantardise ni tremblement. Hank se rassit lentement et demanda « Pourquoi m'as-tu mordu ?» Je répondis « Parce que les chasseurs hésiteraient s'ils pensaient que j'avais un partenaire lié. Les vieux instincts en font reculer certains, pas tous mais assez. » Hank baissa ensuite les yeux sur sa main et dit « Le syndicat pense que je suis la solution. Une preuve de concept ambulante. » Ses yeux étaient durs comme l'acier, et elle semblait déterminée à prouver leur point de vue. « Je ne suis pas en colère parce que tu m'as mordu, » dit-il finalement. « Je suis en colère parce que tu ne m'as pas demandé. Je t'aurais aidé. » Il a tremblé plus tôt quand il s'est défendu, non pas par peur, mais par rage, par ce sentiment chaud et enroulé d'être utilisé. Maintenant, en la regardant à travers la faible lumière d'un terminal cassé, il voyait une arme qui essayait de ne pas en être une, pas une manipulatrice. Pourquoi n'es-tu pas juste une chose sauvage avec des griffes? Tu parles, tu penses, tu saignes, et tu m'as sauvé quand tu n'étais pas obligé de le faire. Il resta silencieux pendant un long moment, et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, elle détourna le regard. Ce n'était pas calculé. C'était plutôt comme si elle avait honte. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant, alors elle murmura « Pas », et elle le pensait. Ils restèrent silencieux pour le reste de la soirée, mais cette fois-ci ce n'était pas froid. Il y avait une sorte de trêve non dite, mais palpable dans l'air, alors qu'elle montait la garde à la porte brisée, et que Hank récupérait ce qu'il pouvait d'une caisse de ravitaillement cassée en bricolant une alarme de fortune. Alors qu'il était allongé sur le sol près du mur en regardant le plafond cassé, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'apparence d'Harriet, lorsqu'elle a avoué avoir tué son maître, pas fière, pas désolée, juste libre. Il ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi ressemblerait quelqu'un comme elle lorsqu'elle ne serait pas en fuite et si elle avait jamais cessé de se voir comme une arme de survie. Les étoiles sont apparues lentement au-dessus du canyon, froides et nettes. Au lieu de planifier son évasion, il se retrouva absorbé par des pensées sur l'apparence d'Harriet. La lumière filtrait à travers les trous dans le toit, faisant soupirer Hank de douleur avant qu'il n'ouvre les yeux. Il s'assit, les muscles endoloris et l'épaule raide, mais au moins, ça ne saignait plus. Le bandage, une solution de fortune, était resté en place toute la nuit même, si la peau en dessous palpitait de protestation. Pendant ce temps, Harriet était accroupie près de la trappe d'entrée, une main sur une lame courbée, les oreilles légèrement tressaillant et les yeux scrutant l'immense embouchure du canyon, comme si elle était debout depuis des heures. Elle ressemblait plus à un animal qu'à autre chose. J'ai fait un rêve, où nous étions de nouveau attaqués, mais cette fois-ci, il ne te voulait pas.
Il me voulait moi, disait-il, et elle n'a pas ri ni écarté cette idée. Maintenant ils te veulent probablement toi, dit-elle simplement. Le lien n'était pas pour le spectacle. Tu as été marqué. S'ils pensent que je me suis imprégné de toi volontairement, cela change leur tactique. Elle était alerte et présente, mais elle ne bougeait pas et ne lui jetait même pas un regard. La tension dans son ventre augmentait. Hank hésita en tirant sur sa veste. « Attends, je pensais que c'était juste une question de territoire ou une tactique d'intimidation, » dit-elle, les yeux fixés sur lui. « Mais c'est ça et c'est l'empreinte de Beastwoman. C'est neurologique appris lors de nos cycles de conditionnement. Je ne t'ai pas simplement choisi, Hank. Mon cerveau s'est adapté à toi. » Il expira lentement, essayant de garder sa voix stable. « Et qu'est-ce que cela signifie pour moi? Est-ce que je suis aussi entraîné dans une boucle biologique? Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que je vais me réveiller ?» Un sourire le plus proche qu'elle ait été depuis des jours traversa brièvement ses lèvres. « Tu dois juste gérer le fait que je sois très très protectrice et peut-être possessive. » Son humour s'estompa rapidement. « Je comprends si tu veux partir, » dit-elle. « Mais si tu le fais, tu dois partir maintenant avant que le lien ne devienne plus profond. » Je me suis réveillé un jour et je me suis retrouvé à grogner contre des inconnus. Un sourire le plus proche qu'elle ait été depuis des jours traversa brièvement ses lèvres. « Tu dois juste faire face à moi étant très très protectrice et peut-être possessive. » Son humour s'est rapidement évanoui. « Je comprends si tu veux partir, » dit-elle. « Mais si tu le fais, tu dois partir maintenant avant que le lien ne devienne plus profond. Une fois qu'il sera complètement enraciné, je ne pourrai plus l'ignorer. Et je me battrai pour te garder même si tu me hais pour cela. » Son ton était calme et sa supplique était dépourvue de drame. Hank hésita pendant un moment inconfortable. Il aurait dû simplement dire au revoir, se rendre au port de navette le plus proche et la laisser gérer ses problèmes seule. Cependant, il resta à cause du ton de sa voix et de la subtile retenue qu'elle avait montrée depuis le début. S'il avait voulu partir, elle aurait pu dire « Je l'aurais fait après que tu m'aies mordu ou après que les chasseurs de primes m'aient enfoncé la tête dans la terre. Mais je suis toujours là, alors peut-être arrêter de me traiter comme si j'étais déjà à moitié parti. » Elle le regarda intensément, essayant de déchiffrer ses pensées. Il semblait se cacher quelque part, mais finit par hocher la tête et reconnaître « Nous devons encore bouger. Cet endroit ne sera plus sûr très longtemps. » Avec un dernier haussement d'épaule, ils rassemblèrent leurs maigres possessions et se dirigèrent vers le canyon juste au moment où Hank fronçait les sourcils et demandait « C'est à toi ?»« Non, c'est un signal de détresse. » Il émet depuis sous l'étagère rocheuse près du col de la gorge. S'il y a un noyau de données enfoui ici, il pourrait contenir des informations que nous pourrions utiliser, dit-elle les sourcils froncés. Hank a dit que cela pourrait être un piège. Cette région était utilisée pour des tests technologiques non officiels. Utiliser quelque chose pour négocier au cas où nous serions pris. Il réfléchit un moment avant de soupirer et de dire « Laisse-moi deviner, tu veux aller voir ». Ils suivirent le signal plus loin dans la gorge, jusqu'à ce que la lumière du soleil ne soit plus visible au-dessus d'eux. En grimpant à travers des couches d'acier tordues et de roches émiettées, ils atteignirent les vestiges d'une ancienne installation qui avait été partiellement engloutie par la planète. Le phare les a guidés vers une chambre partiellement intacte sous un amas de débris où des câbles pendaient comme des lianes et des consoles étaient disposées. Le verre était fissuré et recouvert de couches d'œufs. Ses mains bougeaient rapidement, rétractant ses griffes, avec une précision qu'il n'avait pas remarquée. Elle bougeait comme un technicien entraîné, pas seulement comme une arme, ce qui lui fit réaliser qu'elle était plus que ce que son espèce avait été dépeinte comme étant. « Tu as déjà fait ça, » dit-il. « Tu as piraté des systèmes de la coalition. » Harriet s'agenouilla à côté de la source, enlevant le boîtier pour exposer un nœud de recherche de la coalition qui clignotait encore faiblement en vert après tout ce temps. « C'est crypté, mais c'est vieux. Je peux le casser. » Hank s'appuya contre le mur et la regarda travailler. Elle ne leva plus les yeux. Il y avait plus de journaux qui clignotaient sur l'écran cassé à mesure que le nœud se déverrouillait.
Il nous cataloguait non seulement nos spécifications de performance, nos réponses émotionnelles, nos schémas neuronaux, mais aussi combien de temps il fallait pour faire son deuil, oublier la douleur s'imprégner et bien plus encore. Après ce qui semblait être une éternité, Harriet le regarda enfin et dit « Et moi qui pensais que tu n'étais que des muscles avec un tempérament colérique ». Hank regardait une vidéo granuleuse de son jeune moi, se tenant rigide, tandis que des hommes en blouse de laboratoire aboyaient des ordres. La caméra l'a capturé, hésitant puis mordant un homme qui tentait de voler sa nourriture. Harriet a brusquement interrompu la diffusion en disant « Ils ne nous ont pas élevés, ils nous ont programmés. » La tension entre eux a augmenté, alors que Hank avançait d'un pas. Nous avons téléchargé les données et les avons envoyées à tous les coins du système. Le syndicat se tortillerait enfin sous la lumière. Elle secoua la tête, disant « S'ils savent que nous avons ça, ils brûleront la planète jusqu'à son noyau. » Hank ne le dit pas à voix haute, mais il le savait au fond de lui. Ils ne fuyaient plus pour survivre. Maintenant, ils avaient quelque chose pour lequel valait la peine de se battre. Ils ne parlèrent pas beaucoup après avoir quitté la chambre en ruine, mais Hank voyait une femme prise entre les cicatrices de son passé et l'espoir fragile de devenir quelque chose de plus. Ensemble, ils l'ont fait intelligemment en copiant les données. La balise se tut. Quels que soient les secrets qui reposaient sous ces rochers, ils n'étaient plus oubliés. Alors qu'il se frayait un chemin le long de la crête au-dessus du canyon, se frayant un passage à travers les arêtes acérées de pierre et de métal cuit par le soleil, ils arrivèrent finalement à un plateau bas parsemé de trous de transport rouillés. À ce moment-là, le soleil avait recommencé à se coucher, jetant une teinte ardente sur l'horizon. Hank, qui avait auparavant tenté de combler le silence avec du sarcasme ou des questions, choisit plutôt de tenir fermement le nœud de données dans une main. L'écran s'assombrit, mais pulsait faiblement un battement de cœur de vérité volée, clignotant entre ses griffes. Alors qu'ils continuaient leur randonnée le long de la crête au-dessus du canyon, Hank essuya la sueur de son visage avec le bord de son écharpe et se glissa à l'ombre la tête légèrement levée, et les narines dilatées, Harriet se tenait au bord de la clairière, écoutant les sons du ciel. « Ils sont plus près », murmura-t-elle après un moment sa voix basse. « Ouah, un jour derrière nous peut-être moins. » Ses jambes lui faisaient mal à force de résister, et ses supports et son dos s'étaient effondrés. Il ne lui demanda pas comment elle savait. Il la croyait maintenant quand elle disait qu'elle était faite pour la chasse. Mais il remarqua aussi la façon dont ses doigts s'attardaient près de la blessure sur son côté peu profonde, mais d'apparence irritée probablement due à une chute dans la gorge. « Tu as aussi besoin de repos, dit-il. Je peux monter la garde. » Elle ne discuta pas, se contenta de s'asseoir à côté de lui, sa respiration plus lente que la sienne, mais pas aussi régulière que d'habitude. Pour la première fois, elle semblait épuisée par l'effort. Ils mangèrent des barres de ration en silence, appuyés contre une coque encore chaude de la chaleur de la journée. Hank jetait des coups d'œil au nœud de données sur ses genoux, le pouls vert presque moqueur. « Qu'est-ce qu'il y a dedans? À part les fichiers sur toi, à part les dossiers sur toi, tous les dossiers de déploiement, les protocoles de gestion, les dernières positions connues des autres unités, mes sœurs ?» demanda-t-elle. Il fronça les sourcils, mais son regard restait inébranlable. Tu veux les retrouver, n'est-ce pas? Certaines d'entre elles pourraient être vivantes et cachées, d'autres capturées ou pire, mais je dois savoir. Elles ont été mon seul système de soutien pendant longtemps, je ne peux pas prétendre qu'elles n'existent pas. Hank hocha lentement la tête, et si elles sont différentes, si elles n'ont pas changé, alors je m'en occuperai. Quelque chose clochait vraiment. Hank se pencha en arrière et se frotta le visage, demandant « Tu penses parfois à ce qui se passera quand nous ne courons plus. » La façon dont elle l'a dit était définitive, pas froide ou cruelle, mais résolue. C'était comme si elle avait déjà vécu avec le poids de ce fait et s'y était fait. Harriet lui jeta un coup d'œil et dit « Tu penses qu'il y a un après, il doit y en avoir un. Sinon, quel est le but de tout cela? On ne peut pas être juste des dents et du sang pour toujours. »
Je rêvais autrefois de forêts de vrais, pas de bosquets artificiels sur des vaisseaux de colonisation. Je n'en ai jamais vu, mais j'ai lu des choses à leur sujet avant qu'ils ne verrouillent les archives. De grands arbres avec des racines si profondes qu'ils survivent aux villes. Du vert partout. Calme. Je pense que j'aimerais ça. Hank sourit légèrement. Toi, dans une forêt, je peux l'imaginer. Juste ne mords pas la faune. Ses lèvres tressaillirent à cette remarque, pas tout à fait un rire, mais presque. Ils campèrent, sous la courbe du transport rouillé, plongés dans leurs pensées silencieusement l'un à côté de l'autre. Harriet ne dormait pas profondément, mais elle ne l'avait jamais fait, mais elle s'endormit son corps recroquevillé en une douce boule et ses respirations légères. Hank l'étudia pendant un moment, observant les poils sur ses bras et la beauté particulière et sereine de son visage, lorsqu'elle ne se préparait pas au combat. Elle était complètement différente de quiconque il avait jamais rencontré. Dans cet état, elle ressemblait moins à un monstre et plus à une femme luttant pour l'indépendance d'un passé qui ne lui avait jamais donné son mot à dire. Il voulait tendre la main et toucher son épaule pour la rassurer qu'elle ne se battait pas seule, mais une subtile vibration le fit hésiter. Il leva frénétiquement la main sur son blaster alors qu'un petit drone survolait la crête. Il était silencieux et indubitablement hostile, et Harriet se leva d'un mouvement fluide, les yeux fixés sur le drone. Le drone plana pendant une demi-seconde, scannant et enregistrant, avant de repartir vers les dunes du sud. Hank n'attendit pas, et elle leur grogna dessus. Puis nous bougeâmes. Elle jeta le nœud de données dans son sac à dos et courut à travers les ruelles étroites, esquivant les obstacles brisés. Alors qu'ils descendèrent dans les tunnels de maintenance en ruine, chaque pas résonnait comme un compte à rebours. À la bifurcation du tunnel, ils trouvèrent une échelle rouillée qui menait à une trappe effondrée. De l'autre côté, une goulotte de maintenance plongeait dans l'obscurité. Harriet fit son choix sans hésitation et Hank, grommelant pour lui-même, la suivit atterrissant lourdement sur le caillebotis métallique bien en dessous. Ici, l'air était plus épais et de vieilles lumières de secours obsolètes clignotaient faiblement au-dessus. « Où sommes-nous » demanda-t-il, tandis qu'elle nettoyait la crasse de ses griffes. « Où sommes-nous » demanda-t-il, tandis qu'elle nettoyait la crasse de ses griffes. Avec son froncement de sourcils qui se resserrait, elle dit « L'ancien bunker pourrait être connecté aux lignes de transit inférieures. Si nous pouvons atteindre la jonction, nous pourrons trouver une navette. Et s'ils nous attendent déjà, ils vont le regretter. » Hank entendit le faible bourdonnement d'un autre drone quelque part dans l'obscurité. Harriet s'arrêta devant une porte blindée verrouillée et commença à la découper avec un outil qu'elle avait sorti de sa ceinture. C'était un poste de défense, dit-elle. Je me souviens de la disposition. Nous nous entraînions dans des endroits comme celui-ci.